Je voulais demander à main levée qui est un peu choqué là. On voit pas grand-chose. Ouais, on voit quand même. Hein. Ouais, ok, Un petit peu, si, ok, c'est bon. pas mal. On vous voit un peu, c'est cool. Toi, comment ça va, Iris? J'ai été sacrément bouleversée. Pourtant, j'avais déjà vu la plupart de ce genre de situations. J'avais vu énormément d'images. Mais je dois dire que j'ai eu plusieurs fois les larmes aux yeux. Et vraiment, j'ai vraiment fini le documentaire. Je me suis dit, wow, on va en discuter alors. Parce qu'il est très, très bien réalisé. Hein. C'est le genre de choses qui, je pense, est très bien choisi si on veut justement toucher les gens et si on veut les marquer. J'ai vu plein de mains levées, je pense que vous êtes plusieurs. Si vous aviez justement jamais vu ça, c'est quand même... ouais, c'est émouvant, quoi. Ça marque. On va vous proposer quelque chose si jamais vous avez, parce que je vois déjà que ça fait des discussions, si jamais à certains moments vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. On a des petites personnes qui ont des micros à vous passer. L'idée, c'est que ce soit vraiment un entretien, un débat. Bien sûr, à la fin, il y aura un temps spécialement pour ça et on a des petites questions entre nous. Oui, c'est ça. Mais n'hésitez pas vraiment à, plutôt que discuter entre vous, nous le partager parce que c'est un film qui est vraiment très marquant, très fort. L'idée même dans la musique, c'est un film un peu à l'américaine. Hein. Oui, exactement, je suis bien d'accord. C'est clairement de ressentir de l'émotion. Voilà, on voit des personnes, des communautés autochtones, on voit des images de guerre. En fait, c'est très marquant et c'est le but, c'est que ça nous sonne, que ça nous marque. Justement, les premières images qui défilent très vite. Je ne sais pas si tu vois, juste après le fait que justement l'arbre, j'imagine qu'on est en Amazonie, soit tombé, tu as justement pendant, je ne sais pas, 2-3 minutes, ces images qui défilent très vite. Et je me suis dit, ok, si ça part là-dessus pendant 1h30, ouais, on ne va pas sortir indemne de ce visionnage. Bah, carrément, en fait, je pense que l'idée, vraiment, c'est que tout le monde, là, doit avoir un peu conscience de la crise climatique. Encore une fois, par main levée, qui est au courant de l'urgence qu'on a à gérer le... OK. Qui ne lève pas la main, en fait. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de canaliser toutes ces connaissances qu'on a, de les centraliser dans un super documentaire et de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. D'autant plus qu'il présente, j'ai l'impression, quasiment tous les écosystèmes. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, qui passe de la pêche à justement l'élevage intensif sur le continent. Je trouvais ça génial. Enfin, pour quelqu'un qui a vu déjà plein de fois ce genre d'image, celui-ci, je m'en souviendrai, je le sais. Et toi, personnellement, est-ce que tu as déjà une conscience climatique acérée et en quoi ce film appuie sur des points sur lesquels tu voudrais t'améliorer ou agir? Je suis déjà profondément convaincue, oui, de l'urgence climatique, mais de voir de temps en temps des images comme ça, de se rappeler pourquoi on fait les choses, pour moi, c'est une sorte de piqûre de rappel. Donc, je trouve ça vraiment très bénéfique. Mais moi, ma philosophie, c'est un peu celle de Pierre Rabhi. C'est la légende du colibri. Je ne sais pas si certains la connaissent, qui dit en fait qu'un jour, dans une forêt, il y a eu un incendie et un petit colibri. Donc, vous voyez, c'est vraiment un animal, je crois, oui, c'est bien un animal, qui est vraiment minuscule. Ouais, voilà, un minuscule oiseau qui, lui, a décidé d'aller à la rivière et d'apporter goutte par goutte de quoi, justement, éteindre cet incendie. Et tous les autres animaux l'ont regardé avec des yeux abasourdis. Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi ça sert? Et lui les a regardés très tranquillement. Il leur a pas dit, j'imagine, parce qu'il ne parle pas. Mais en tout cas, il les a regardés et leur a expliqué que lui, au moins, il faisait ce qu'il avait à faire. Il faisait sa part. Et je suis profondément convaincue, et c'est ce que nous a montré justement le documentaire, que chacun, à notre échelle, nous, lycéens et professeurs, on est capable de changer les choses. Même si nous ne sommes pas d'immenses industriels, nous sommes consommateurs. Mais ça, je pense qu'on en parlera après. Ça marche. Bah, en fait, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant avec ce film, c'est la notion d'échelle, en fait. Il y a eu beaucoup d'images en drone, beaucoup de zoom-out où vraiment on commence sur une toute petite parcelle et ensuite, soit par des schémas, soit par des vidéos réelles. On voit vraiment, surtout aux États-Unis, surtout dans des golfs, le golfe du Mexique, etc., on voit cet impact, cette ampleur qui est vraiment une échelle qui nous dépasse énormément. Chose qu'on ne peut pas voir, nous, justement, dans nos vies. Ouais. Et je pense qu'un des enjeux par rapport à cette crise climatique, donc c'est pas d'être en stress et de du coup oublier tout et de ne penser à rien en se disant de toute façon on va mourir, c'est pas grave. Dans tous les cas, on mourra, hein, même si c'est dans 100 ans, tu le sais. Voilà, c'est une possibilité. On peut agir comme ça. Si on fait encore des métaphores animalières, genre l'autruche, c'est une possibilité. Mais en fait, je pense que là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les problématiques sont clairement montrées.
les notions d'échelle le sont également. Et on a des pistes d'intervention que je trouve fondamentales. Oui, c'est pas seulement alarmiste. C'est aussi, on a des solutions qui sont présentées. On nous a montré vraiment énormément de choses. C'est pas juste, bon, on va tous pleurer dans notre coin. Non, on peut se battre justement. Et ça, c'est merveilleux quand même. Et ce que je trouve vraiment intéressant personnellement, c'est évidemment, il y a la notion de limitation de l'alimentation animale dans notre régime alimentaire. Mais au-delà de ça, en fait, on peut dépasser un peu les propos du film et voir que c'est une remise en cause beaucoup plus générale de l'agriculture. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui auront la chance de rester plus tard cet après-midi. Il y a d'autres films qui vont être projetés sur vraiment un point de vue plus agricole, le rapport aux semences, le rapport à la résilience des sols, le rapport à la régénération. Parce que là, on a vu beaucoup de choses qui sont un peu catastrophiques. Genre, on dépasse les limites planétaires d'eau potable, on a une santé catastrophique, les poissons, ça va pas, l'élevage, ça va pas, le soja, ça va pas, l'Amazonie, ça part. Bon, je vais pas continuer la liste. Mais l'idée, c'est vraiment, je pense, pour nous de voir sur quel sujet on veut s'améliorer, sur quel sujet on veut agir. J'imagine que tout le monde n'a pas forcément envie d'être vegan et c'est complètement OK. Simplement remettre en cause la consommation au sens premier du terme, c'est-à-dire se reconnecter avec des producteurs, des productrices locaux. Ça, c'est vraiment un point hyper important. Je ne sais pas si vers chez vous, vous avez l'occasion de soit aller voir, soit être en lien avec des producteurs. Oui, oui, par ici, oui, oui, on a les jardins de la Croisière qui sont juste derrière le cinéma, justement, vraiment à 150 mètres. On a plusieurs associations comme ça, locales, qui permettent justement, et c'est l'aspect aussi éthique des choses, au-delà de la consommation, eh bien, c'est l'aspect humain qui est important, de pouvoir discuter avec des agriculteurs et pas juste consommer sans savoir d'où ça vient, sans savoir justement l'histoire de ces animaux. Et j'aime beaucoup ça justement dans ces sujets climatiques. Généralement, l'aspect environnemental et l'aspect éthique, moral sont étroitement liés. Tu peux pas les séparer. Si tu veux faire ça pour l'humain, tu veux te rapprocher justement de l'essence des choses, fondamentalement, ça passe aussi par améliorer ta consommation. Et ce qui était intéressant aussi dans ce film, c'est la mention des zones bleues, où il y a une forte connaissais pas du tout concentration ça. de centenaires. Et c'est intéressant parce que dans les zones bleues, ils sont pas véganes. Ils mangent peu d'alimentation animaux, c'est vrai. En général, c'est quand même 80% d'alimentation qui est à base de plantes. Mais très intéressant, c'est que c'est des aliments qui sont non transformés, donc des aliments, ou alors peu transformés, hein, juste déshydratation de quelque chose, on cuit quelque chose ou quoi. C'est pas des grands process industriels où on finit par manger juste de la poudre de on sait pas quoi. Et aussi un grand sens de la communauté. En fait, vous avez pu voir peut-être, mais toutes ces zones on les appelle blue zones aussi parce qu'elles sont pas loin de la mer. Et c'est parfois des îles, parfois en fait c'est des secteurs géographiques donnés, petits, et qui permettent des liens humains. Donc ça, en fait, c'est vraiment fondamental aussi parce qu'on va soutenir financièrement des personnes qu'on connaît plus facilement que si on prend l'échelle des États-Unis, par exemple. Donc ça vient tout à fait souligner ton propos. Oui, j'en suis convaincue de ça. Oui, oui. Ouais, et je pense que c'est vraiment important de le faire à son échelle. En plus, vous, potentiellement, vous vivez encore avec votre famille. Oui. Vous avez la possibilité d'avoir ces discussions. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Super discussion à table. Mais voilà, n'hésitez pas à vraiment prendre possession de ces problématiques et d'agir dessus. Oui. D'autant plus que c'est quelque chose, je ne sais pas si on fait 3, 4 repas ou même peut-être simplement 2 par jour, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc changer un petit quelque chose tous les jours, individuellement, et donc on s'imagine si on est 100 à faire ça, alors si on est des millions, les résultats peuvent être que bénéfiques pour l'environnement. J'ai une question à te poser d'ailleurs. Je t'écoute. N'aie pas peur. Est-ce que tu connais la notion de jour du dépassement ? Jour de dépassement, oui, ce ne serait pas le moment où on a utilisé toutes les ressources sur Terre disponibles pour un an, justement, sur un an. Généralement, on les dépasse au début de l'été, non? Alors que, bon, on est censé en avoir jusqu'à fin de l'hiver. Trop forte. Bah, cette année, je ne sais pas si tu sais, c'était le 28 juillet. 28 Je pense juillet. que c'est ça, vous pouvez vérifier au cas où. On va dire milieu de l'été. Mais ce qui est super intéressant, c'est vraiment... en fait, c'est 6 mois de l'année, quoi. C'est incroyable. Ouais. Donc, la nécessité d'agir, elle est fondamentale en termes de timing, mais en termes d'ampleur, quoi. 6 mois de l'année où on vit à crédit pour les années suivantes,
c'est catastrophique. Et la date, elle avance, tout à fait. Et cette date, elle dépend des pays également. C'est-à-dire que le Qatar, par exemple, Pour ne pas le citer. il me semble que c'est en février ou un truc comme ça. Enfin, c'est quand même assez aberrant. Ouais, ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Je ne sais pas si Vas-y, tu je peux aller t'écoute. sur un point très précis. Allez. C'était à peu près la fin du film et ils ont parlé des antibiotiques. Et j'ai appris énormément de choses aussi durant ce film. Et ils disent, il y a cette phrase choc qui était écrite sur l'écran qui dit qu'en 2050, on mourra davantage de la résistance aux antibiotiques que du cancer. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus? Alors oui. En fait, l'antibiorésistance, déjà, c'est le concept que les bactéries, ce sont des micro-organismes qui sont super dynamiques, qui ont des temps de génération très faibles. Ça veut dire que entre une bactérie, son bébé, son autre bébé, c'est très rapide en fait. Et du coup, ce que ça fait, c'est que ça fait que l'évolution est beaucoup plus rapide, qui s'adapte beaucoup plus facilement aux environnements et aux organismes qu'ils infectent. Et en fait, les antibiotiques, c'est juste des trucs qui font que les bactéries meurent. Sauf que comme les bactéries, elles aiment vivre, ce qu'elles font, c'est qu'au bout d'un certain nombre de générations, il apparaît une bactérie qui arrive à survivre aux antibiotiques. Et ce qui se passe, c'est que plus on concentre des animaux, donc là vous avez pu le voir, les poissons, les poulets, les cochons, tout ça, Qui sont tous soumis à énormément d'antibiotiques, donc. exactement, Mhm. plus on les soumet à une grande quantité d'antibiotiques, plus les bactéries, elles ont un terrain de jeu pour apprendre à résister aux antibiotiques. Et il se trouve que 80% des antibiotiques du monde qu'on consomme, en fait, sont à destination de l'élevage industriel. C'est énorme, hein, 80%, sachant que, je ne sais pas si vous voyez quand vous allez chez le médecin la facilité avec laquelle ils peuvent vous prescrire des antibiotiques. Si, oui, oui. 80%, c'est vraiment gigantesque. Et en fait, le fait que les bactéries qui infectent les animaux sont souvent proches des bactéries qui infectent les humains. Je ne parle pas de virus là, hein, donc on ne parle pas tout de suite de zoonoses, etc. Mais euh, le fait que ces bactéries puissent apprendre à survivre à des antibiotiques fait que, de façon probabiliste, si jamais ces bactéries finissent par nous infecter, alors les antibiotiques seront moins efficaces. Forcément, oui. Donc on aura plus tendance à tomber malade et à ne pas pouvoir les gérer, vu qu'on ne pourra pas avoir d'antibiotiques. Et les premières personnes concernées, c'est les personnes qui ont des systèmes immunitaires plutôt bas, plutôt faibles, Oui. les personnes âgées. Oui. Et en fait, il faudra juste compter sur notre système immunitaire, quoi. Oui. Et justement, tu as souligné un point, le fait comment dire, on octroie énormément de choses justement au secteur de l'élevage, etc., euh, par rapport au secteur, on va dire, plutôt agricole, végétal, etc. Et j'avais un peu conscience justement du fait qu'on allait pouvoir, non, qu'on le fait tout simplement, déforester une grande partie de l'Amazonie justement pour permettre de cultiver du soja pour pouvoir nourrir le bétail, plutôt qu'utiliser justement cette terre pour produire certes des végétaux, mais à destination d'une assiette humaine et non pas animale. Et là, ça a été très bien démontré dans le reportage. Et pareil, j'ai relevé ce chiffre, 20 millions d'euros, de dollars versés au secteur agricole par justement le gouvernement américain contre des milliards pour celui de l'élevage. Je trouve ces chiffres absolument hallucinants. Qu'est-ce que tu en penses? En effet, c'est hallucinant. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'on ne voit pas d'autres formes d'élevage qui n'utilisent pas d'alimentation exportée. Oui, c'est vrai. En fait, il existe des façons de faire de l'élevage. Bien sûr, c'est des espèces qui sont beaucoup plus locales, rustiques, donc qui produisent moins de viande, moins de lait, mais qui ont besoin juste de manger de l'herbe, en fait, plutôt que d'aller déforester en Amazonie, de leur importer du soja, de leur mettre des antibiotiques et de nous donner des espèces qui sont, des animaux qui ont été malades, qui ont, été torturés presque dans les abattoirs, etc. Donc, en fait, qui est très intéressant dans ce film, c'est de voir la réalité de l'agriculture, qui majoritairement aujourd'hui, celle qui est subventionnée, Oui. est écocide, très clairement. J'utilise ce terme on point, mais en fait, c'est intéressant de voir aussi que d'autres formes d'agriculture sont possibles. Il y a beaucoup de communautés autochtones dans le monde, donc sur beaucoup de continents différents, qui ont un rapport très différent avec les animaux, avec peut-être la chasse, peut-être l'élevage, etc. Et on le voit en fait.
ces communautés, là, on a vu surtout des personnes qui vivaient au Brésil, sont les premières défenseuses de leur territoire, de la terre. Et il se trouve que les puits de biodiversité sont souvent associés avec ces populations. Oui, oui, oui. C'est une forme d'harmonie entre tous les êtres Exactement. qui vivent dans la forêt. Oui, oui. Donc je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est comment on fait en tant qu'humain pour avoir une alimentation qui est adaptée à notre santé. C'est vraiment fondamental de penser à ça. Et qui est en accord avec l'environnement. Et ça va demander une refonte de l'agriculture, de l'agro-système, évidemment, parce que là, on est sur des chiffres qui sont aberrants. Hallucinant, oui, oui. Mais ça peut être intéressant de prendre exemple sur des populations qui arrivent à le faire de façon optimale. Et tu m'as demandé comment j'avais ressenti justement les choses en regardant le film. Et alors toi, comment tu ressors de ce film? Je reprends la première question donc pour te l'adresser aussi. Bah, moi, j'avais été aussi jury de ce festival, donc j'avoue que j'avais déjà vu ce film et que les premières émotions étaient déjà passées, mais quand même, de le voir sur grand écran avec le son comme ça, etc., bien sûr que ça me fait de l'émotion. Il y a un truc qui me touche particulièrement. J'ai déjà été vivre avec des communautés autochtones en Colombie. D'accord. Ouais. Et en fait, ce rapport à la forêt, aux milices, là, je parle en particulier du début du film où on voit littéralement un mec cagoulé, armé, qui dit à un autre mec je fais ce que je veux et de ma terre, et si je veux, je tue des gens. Ça, c'est vraiment une réalité quotidienne en fait, des personnes défenseuses de l'environnement, surtout dans ces pays-là, surtout liés à l'Amazonie. C'est le caractère sanglant en fait du combat, et c'est ça que je trouve intéressant aussi en France. Normalement, si vous décidez de changer votre alimentation et votre façon de consommer, personne ne va vous tuer. Euh, Donc en fait, je pense que ça me touche beaucoup de voir la, la différence en fait de temps qu'on a entre des personnes qui sont sur place là-bas et nous où on a plus la possibilité de réfléchir, on a quand même plus d'armes dans nos mains. On n'est pas les premiers à justement subir Exactement. ces conséquences. Oui, oui. Et puis même quand on voit les flux migratoires qui sont franchement compréhensifs par rapport aux sécheresses dramatiques qu'il y a dans plein de pays, c'est intéressant, je trouve, de quand même respirer, se dire que on l'a vu cet été, on le verra encore peut-être cet hiver, d'autres étés, etc. Mais voir qu'en fait, c'est un peu un devoir d'agir, mais qu'on a aussi la possibilité d'agir dans notre mesure. Donc moi, je l'ai plutôt pris comme une façon comme un film vraiment motivant et fédérateur pour que chaque personne choisisse sa façon d'agir. Oui, oui. C'est presque un devoir finalement de citoyen maintenant. Je pense qu'on peut même employer ce terme-là. Ouais, je suis d'accord. C'est être un citoyen pour le climat, parce que c'est défendre la planète sur laquelle on vit tous. C'est rendre service et être fraternel les uns avec les autres, solidaires. Je suis convaincue aussi de ça. Tu vois, je suis convaincue de plusieurs choses. Super. Moi, je voudrais changer beaucoup de sujets par rapport à ce film. Je ne sais pas si tu as une dernière question par rapport au Moi, film. j'ai rien qui me vient là. C'est vraiment Ok. les antibiotiques, c'était ma question que je ne Phare. voulais pas manquer. Oui, oui. Ok, super. On a parlé du Qatar, pas du cafard, pardon Ah pour oui. ce lapsus. Lapsus, oui. Super. Mais ma question c'était, est-ce que tu as une idée du montant financier que ça a pris pour faire la Coupe du Monde là-bas? Écoute, je ne sais pas précisément. Je crois avoir vu qu'en France, donc on était quoi en 98? Ouais, c'est J'étais ça. pas née, hein, donc à ce moment-là. Moi j'étais née. Ah oui. En 98, on était donc en France, je sais pas, 3 milliards, je crois que c'était ça le chiffre. Donc au Qatar, j'ai envie de dire un peu plus quand même, parce que bon, c'est les Qataris. Mais est-ce que tu as la réponse? Tu peux imagine rajouter presque 2 zéros, à ton avis, si t'arrives. D'accord. Ok, donc ouais, on est 220 milliards. Exactement. Ok. 220 milliards d'euros pour cette Coupe du Monde qui a lieu en ce moment. 220 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 220 milliards. C'est quand même beaucoup de zéros. Oui, oui. Ouais. Est-ce que tu as lu un petit peu des choses sur cette Coupe du Monde? J'ai vu passer énormément de polémiques. J'aime le foot, pas au point d'avoir tout lu. Mais j'ai vu qu'ils avaient construit, je crois, 8 stades exprès pour ça. Je vous rappelle que le Qatar, on est donc en plein désert. Qu'on est, donc si on construit des stades, on ose bien imaginer que sous 45 degrés, jouer au foot, c'est difficilement supportable. Donc on est sur des stades qui sont climatisés.
où tout le monde ne peut pas se rendre facilement au Qatar. Donc je sais qu'ils ont aussi construit énormément d'infrastructures, rien que pour les sportifs, parce qu'ils ne vont pas se contenter d'une petite chambre d'hôtel, je pense. Donc oui, entre les infrastructures construites rien que pour ça, on est vraiment sur un coût environnemental assez vertigineux. Je suis contente d'être assise sur ma chaise. Mais le coût humain aussi est assez fort. On va rester sur cet aspect un peu déprimant. Pour donner un chiffre qui est un peu tragique, il y a 6500 personnes qui sont décédées lors de la construction de ces stades. Donc on revient sur l'aspect éthique, moral, humain. Exactement. Ouais. Et je ne sais pas par main levée quelles sont les personnes qui regardent la coupe. L'idée, c'est pas de dire que c'est pas bien. Juste, voilà. Je vois le grand là. N'hésitez pas. Enfin, franchement, le but, c'est pas de dire que c'est bien ou pas bien, etc. Mais juste, voilà, avoir en tête que toutes les images qu'on va voir, même si on adore le foot, même si on veut trop que la France gagne, etc., elles sont on quand est même tous dans ce cas-là. ternies par quelque chose. Il y a des événements qui sont créés, qui existent partout en France. Si vous vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur contrecoupe.fr. Il y a même une vidéo aussi sur YouTube de différentes personnes qui font des événements les soirs des matchs pour justement quand même compenser un petit peu, faire du foot autrement. Ouais. Si jamais ça vous intéresse, ça existe. Et sinon, n'hésitez pas à regarder en streaming, comme ça, moi, les jeux n'ont pas forcément de sous. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'est pas grave. Olivier, me regarde pas, s'il te plaît. Je crois que j'avais entendu qu'il y avait une question, Monsieur Moissenet. On va passer directement à ça. Non. Est-ce que vous avez des questions par tout hasard? N'hésitez pas. On est tous là pour discuter ensemble. Là, on discute toutes les deux, mais... On est ouvert, un thème pandémie, terme foot, terme alimentation. Ouais, là-bas, il y a quelqu'un. Est-ce que la personne qui posera la question peut se lever? Parce qu'on n'est pas sûr de bien... Oui, c'est bon. Merci. On t'entend. Ouais, on t'entend. Ouais. C'est à propos de l'équilibre, puisque si on arrête complètement de manger, imaginons, de la vache, ça risque pas de détruire l'équilibre de construction, et du coup on va être en surpopulation de vaches, et pour la... Mais non, mais c'est... Non, c'est des questions, faut pas... Ouais. Si on les mange pas, ils vont continuer à se reproduire sans aucun problème, et ils vont continuer à se démultiplier, et leur production de méthane sera encore plus importante. Alors, en fait, est-ce qu'il y a d'autres parties à ta question ou c'est ça surtout? Non, c'était ça. Ok, super. Merci beaucoup. En fait, ce qui est intéressant avec l'élevage tout court en ce moment, c'est que surtout aux États-Unis, c'est des productions agricoles qui sont extrêmement rapides. Dans le sens où déjà, on mange beaucoup de veaux. Quasiment tous les veaux mâles, on les consomme directement. Et les vaches ont une durée de vie qui est plus proche de 9 ans ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, très rapidement, si on veut voir en termes de nombre, l'élevage peut être endigué de façon assez rapide. En fait. Ça, c'est vraiment une question d'une décennie, finalement. La question, je pense que tout le monde est conscient dans cette foule qu'on ne va jamais s'arrêter d'un seul coup de manger de la viande et qu'en fait, il y a plusieurs questions qui se posent. D'une partie, il y a l'augmentation de la population, l'augmentation de la demande en viande. D'autre partie, il y a aussi le gâchis de viande qu'on a déjà dans toute la chaîne alimentaire. Donc en fait, déjà, si on garde en tête que la demande va continuer d'augmenter, que certains pays certaines personnes décident de limiter leur consommation et qu'on améliore les modes d'acheminement de l'alimentation, on peut déjà arriver à gérer les stocks qui existent déjà. Okay, donc ça, pas de panique, on ne va pas laisser toute la viande pourrir. Et ensuite, si on a une refonte des politiques, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, hein, je vous le dis tout de suite, ça va demander vraiment des engagements démocratiques de la part de tout le monde et notamment de la jeunesse. Si on a des engagements politiques, là, on pourra avoir un contrepoids par rapport à des lobbyistes. Hein, on les a vus, ils sont floutés dans des taxis à Chicago. Donc pour l'instant, ils n'ont pas vraiment envie de faire changer les choses. Okay, mais donc, il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ne consomme pas, ça va pourrir. D'accord ? Mais par contre, il faut plutôt agir sur ce qu'on a déjà et agir aussi sur démocratiquement à quoi on donne vie. Est-ce que ça répond à ta question?
On t'entend très bien, t'inquiète pas. Alors, en fait, je pense que là, peut-être dans ta tête, tu me dis si c'est pas ça, je me permets de répondre. Ouais. Je t'en prie, t'es bien plus habilité que moi pour le faire, donc je t'écoute. En fait, je pense que dans ta tête, peut-être, il y a soit la production agricole actuelle, soit pas de production agricole en termes de bovins, toutes les vaches, etc. On n'espère pas trop éloigner quand même. Alors, je pense qu'il y a plein de façons de répondre à ta question. Je ne sais pas trop laquelle façon choisir, mais je vais essayer d'en explorer plusieurs. La première, c'est que les humains vont continuer à manger des animaux en règle générale. Okay, c'est juste que peut-être ils en mangeront moins, et c'est le but, hein, qu'on en mange moins. Des espèces beaucoup plus rustiques, beaucoup plus biodiverses, du coup. Si jamais tu as la chance d'aller visiter des exploitations bovines pour la viande en France qui ne prennent aucun intrant étranger, donc pas de soja, pas d'antibiotiques, etc., tu verras que souvent il y a plein de races de vaches différentes qui mangent que de l'herbe et c'est pas beaucoup de vaches, d'accord ? Pas beaucoup de production de viande. Donc ça, les humains, il est très probable qu'ils continuent à produire des vaches, mais en moins grand nombre, de façon plus biodiverse. Donc en fait, au contraire, ça permet de maximiser la biodiversité de l'espèce, okay, tout en limitant les aberrations écologiques qu'on voit de ce côté-là. La deuxième partie de ta question par rapport à la prolifération des vaches, j'imagine que d'un seul coup, tous les éleveurs, les agriculteurs lâchent leurs vaches dans la forêt. Il faut que tu saches aussi que pour l'instant, la plupart des élevages industriels ont des espèces qui sont extrêmement transformées. Par exemple, pour le lait, c'est la Prim Holstein, la noire et blanche. Tu dois très bien voir laquelle il s'agit, un peu rachitique, etc. C'est des vaches où déjà, il y a peu de taureaux. Donc, c'est pas forcément facile de se reproduire quand il y a genre 3 taureaux dans toute la France. Mais ensuite, c'est beaucoup d'insémination artificielle. Les vaches ont beaucoup de problèmes de reproduction, d'accord ? Donc ça, même à l'échelle d'une exploitation, c'est parfois compliqué de faire que les vaches aient plus de bébés, ok ? Donc ça pullule pas du tout comme des lapins bovins. Non, c'est justement le fait que notre demande soit en pleine expansion et qu'il y ait énormément justement de demandes qui fait qu'on va justement, je suis obligée d'employer ce terme et je m'en excuse, mais de produire énormément d'animaux parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce système industriel. Donc si la demande s'amoindrit, eh ben forcément, il y aura beaucoup moins justement de tout ce que tu as dit, d'assimilation artificielle répétée. On a vu ces images, les poulets qui passent, c'est des scènes absolument abominables. Et ça serait caduque si justement la demande était moindre et qu'on pouvait faire ça de façon beaucoup plus locale, beaucoup plus respectueuse de l'animal, ce qui n'est pas le cas. Il y aurait plus cet aspect industriel justement, comme dans une création de biens, si la demande était beaucoup moins importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Si jamais tu veux en reparler, on peut en parler après, pas de souci. J'avais une question, c'est vis-à-vis des solutions. Vous savez, là, comme c'est présenté, on se dit c'est facile, c'est les grands lobbies de tout ce qui est l'agroalimentaire qui sont vilains et tout, etc. Et il faudrait boycotter l'alimentaire, donc la viande, machin. Ok. Entre les lobbyistes et les consommateurs, il y a quand même tout ce qui est agriculteur, tout ce qui est éleveur, bref, tous ceux qui s'occupent des animaux et des champs. Si on réduit les champs et qu'on supprime tout ce qui est élevage, ces gens-là, forcément, ils se retrouvent sur un chômage. Donc, ça serait, comment dire, intentionnellement créer du chômage. Et déjà, c'est pas top top pour l'instant. Donc, est-ce que tu me permets de faire la première phrase vu que j'aurai pas la suite parce que je suis pas assez calée sur le sujet. Je pense que ce sera déjà question de transition. Ce sera pas du jour au lendemain passer tout à rien. Ces gens-là ne seront pas laissés, enfin j'ose espérer, peut-être que je vis dans un monde de bisounours, mais bon, puisque je suis consciente de ça, je ne pense pas totalement. Je pense que ce sera vraiment de façon très progressive et justement ces personnes seront amenées à faire quelque chose qui permettra de faire perdurer par exemple l'élevage, mais d'une façon beaucoup plus éthique et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Mais je te laisse répondre.
Je pense que la réponse à cette question aussi, elle est un peu tragique. C'est-à-dire que juste la réalité pour l'instant du monde agricole, elle est très triste. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la catégorie socioprofessionnelle des personnes qui se suicident le plus, les personnes qui sont agriculteurs et agricultrices. Donc déjà, la réalité financière des personnes qui ont des exploitations agricoles est assez horrible. En général, ils ont des devis, enfin pas des devis, mais des crédits. Ils s'endettent, ils ont de plus en plus, ils prennent plus de bétail justement pour rembourser leurs crédits, etc. C'est un peu une course. Les pauvres aussi, la PAC, ça change tous les 7 ans. Il y a des informations différentes tout le temps. Ils essaient de s'adapter, faire du bio, faire du pas bio, faire du local. Et puis en fait, finalement, ce qui gagne un peu toujours, c'est justement la production industrielle. Ok. Donc déjà, ce que tu peux te dire, c'est que les personnes qui font de l'agriculture, souvent, elles sont passionnées. Ok. Donc c'est pas juste je fais de l'agriculture pour avoir des sous. Et si un jour on me dit que j'ai pas besoin de faire 80 vaches par an, je vais juste rien faire et avoir un chômage, tu vois. L'idée, c'est quand même, c'est des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font, passionnées par la terre, passionnées par l'élevage. Et l'intérêt, c'est plutôt de repenser comment on alloue les financements de la PAC. C'est quand même 50 milliards par an pour la France. C'est énorme. En soi, on pourrait faire des choses incroyables. Et de repenser notre rapport à l'élevage. C'est-à-dire pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Donc, permettre aux exploitants de réduire potentiellement leur cheptel, d'avoir aussi plus de temps, parce que je ne sais pas si tu connais un petit peu ce métier, mais souvent c'est des personnes qui travaillent 12-14 heures par jour, qui n'ont pas de vacances, toute la famille est impliquée dans l'exploitation. Il y a d'autres réalités évidemment, mais souvent dans l'élevage laitier, ça se passe comme ça. Et l'idée, c'est de réallouer son temps à un cheptel peut-être plus petit, avec des espèces plus rustiques, et revoir comment on utilise la terre pour relocaliser l'alimentation animale. D'accord. Donc le but n'est pas de faire en sorte de se dire juste l'élevage c'est nul, la viande c'est nul. Du coup, toutes les personnes qui font de la viande et de l'élevage, au revoir, soyez au chômage, et nous on va juste manger des steaks de soja. C'est pas du tout le but en fait. L'idée c'est de reprendre possession de ce qu'on met dans son assiette, relocaliser et redonner du pouvoir aussi aux personnes qui connaissent les sols, qui connaissent la terre. Ça c'est à l'échelle de la France surtout, mais dans le monde, c'est aussi revoir le lien avec les communautés autochtones et les savoirs ancestraux. Je suis partie très loin, mais du coup, dis-moi si jamais il manque quelque chose. Mais après, peut-être qu'il y a d'autres questions aussi. On va... Il a fait ça, c'est parfait, je Ok, crois. nickel, bon, bah, top. On a eu... Ah oui, voilà, super, j'allais dire aucune fille, donc parfait. Imaginons que d'ici 2050, on passe vers une alimentation qui dépend plus donc des légumes. Et donc la demande en viande diminuera. Sauf qu'on sait que les légumes aussi, les fruits et légumes, ils sont aussi produits aux pesticides. Donc il faudrait aussi que les agriculteurs ils utilisent moins de pesticides, mais du coup, si la demande elle augmente, comment ils vont faire pour utiliser moins de pesticides et donc passer vers une alimentation plus saine? Je peux essayer. C'est une très grande question parce que justement, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, j'aime pas forcément cette phrase, mais tout est lié. Dans le sens que si justement on touche à quelque chose, l'autre côté doit justement changer de la même façon. Je n'ai pas la solution. À mon échelle, je n'ai pas la solution. Mais en effet, je pense que tout est question de revalorisation et de transition. Donc, à partir du moment où un secteur est moins important qu'un autre, ou le devient, l'autre va justement devoir s'adapter et devoir changer. C'est un des sujets aussi majeurs de ce festival, de parler de l'alimentation aussi du point de vue vraiment végétal. Je pense qu'il y aura d'autres films durant le week-end là-dessus, vraiment sur les sols. C'est en effet quelque chose qui doit aussi être regardé de très près. Mais je te laisse aussi la parole parce que je vous assure que ces sujets ne sont pas ceux sur lesquels je suis la plus à l'aise. Je pense que je peux te faire un petit infodump de tous les leviers d'action qui permettent de s'extraire de la logique pesticides, fongicides, etc. Fongicides, c'est pour les champignons, pesticides, c'est pour les insectes. Fertilisants, c'est pour de l'engrais, que ça pousse plus vite, en gros. Ça, c'est les 3 produits qu'on met
sur ce qu'on produit en général, d'accord? Sachant que dans chacune des catégories, parfois on met plusieurs produits, parfois on est obligé de les mettre avec des masques, etc., parce que c'est des trucs toxiques, machin, Oui, glyphosate bon. et compagnie. Voilà. Donc, si ça t'intéresse de chercher, les éléments principaux sont la santé des sols, d'accord? Donc la santé des sols, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Donc on travaille avec des champignons, par exemple, les mycéliums, c'est comme les racines des champignons, ça fait un super réseau, c'est trop intéressant les mycéliums. Pour tout le monde, vraiment, si vous voulez rechercher, c'est super. Euh, on peut travailler là-dessus, on peut travailler aussi sur la quantité de matière organique qu'on redonne au sol. Donc il y a des façons de gérer la terre où en fait on n'a pas besoin de la labourer et donc de la retourner sur plusieurs mètres, mais on peut juste rajouter du compost, faire bon, c'est quand même un peu de l'ingénierie agricole, mais juste penser son espace pour que le sol soit en bonne santé. C'est de la permaculture, non? Est-ce que c'est un peu le... Alors, C'est à plus grande échelle que... il y a plein de noms. Il y a Ouais. de la permaculture, il y a de l'agroforesterie, il y a de l'agroécologie. Il y a vraiment plein de recherches là-dessus. Donc ça, si jamais ça t'intéresse, c'est infini. Il y a plein de personnes qui cherchent dessus. Mais donc, le premier pôle, c'était les sols avec champignons et ce que tu donnes au sol par-dessus, compost, etc. Ensuite, il y a tout un volet associé aux semences. Donc les semences, c'est les graines que tu vas mettre dans le sol. Il y a plein de réseaux en France. C'est pas très accepté politiquement. On n'a pas forcément le droit de s'échanger des semences paysannes, mais l'idée, c'est qu'en fait, tu peux sélectionner des plantes qui sont adaptées à ton terrain et où tu n'auras pas besoin de leur remettre des intrants. Ok, donc, par exemple, tu crées des super tomates là où tu habites et où il y a genre 2 mm d'eau par an. J'exagère pour que tu comprennes un peu le principe. Et une fois que tu as ça, tes tomates, elles vont pousser super. Tu n'auras plus rien à faire. Ton sol, il sera bon. Tes tomates, elles seront bien aussi. Et ensuite, sur les modes de production agricole, justement, c'est ce dont Iris parlait, tu as plein de façons de combiner des espèces ensemble pour que, par exemple, une espèce, on va dire, mange les insectes, une autre espèce qui est normalement mangée par ces insectes peut pousser. Donc ça aussi, il y a vraiment énormément de recherches là-dessus, des documentaires dessus, etc. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des techniques d'agroécologie, où par exemple, tu mets une parcelle je sais pas, des tomates par exemple, et autour, tu mets toute une parcelle de plantes qui mangent ce qui mangent les tomates. Et comme ça, tu as plein de tomates. Ensuite, tu peux faire de l'agroforesterie, tu peux faire des combinaisons de semences où il y a une plante qui attrape le diazote de l'air et qui le donne dans les racines de l'autre plante, c'est possible. Donc, plein de façons. Je récapitule, le sol, les graines, les modes d'agriculture. Si tu combines tout ça ensemble, tu as moyen vraiment de te séparer des obligations de gérer les pesticides, les fongicides, le nitrogène qui vient du Maroc, etc., le phosphore qui vient du Maroc, enfin tout ça. Voilà. Du coup, on est tous conscients en fait du peu de temps qu'il nous reste, que ça devient très urgent et que ça a mis. Enfin, c'est depuis très longtemps qu'en fait ça devient. C'est un amas des années précédentes qui font qu'aujourd'hui c'est important, enfin, du négligement, je veux dire. Mais est-ce que vous pensez que si on arrive dès maintenant à changer d'alimentation, est-ce que le temps que ça va prendre, on ne sera pas. Enfin, je ne sais pas comment formuler ça, mais est-ce que vous pensez que le temps de la transition à partir de notre... Ce sera pas déjà trop tard? Voilà, c'est ça. Alors moi, je ne suis pas du genre pessimiste de prime abord. Donc je te répondrai déjà qu'on ne peut pas prévoir le futur. Ben, il y a énormément d'études qui sont faites pour évidemment imaginer quelles pourraient être les conséquences. Mais moi, en tant que citoyenne lambda, je ne sais pas de quoi sera fait demain. Donc je te dirais que dans tous les cas, je veux agir. D'accord ? Vu que c'est la seule chose que je peux faire, je le ferai dans tous les cas. Donc, bien que tu me dises que là, aujourd'hui, je ne sais pas, arrêter la fast fashion ou arrêter de manger de la viande, eh ben, finalement, dans 20 ans, ça sera plus possible de vivre en France. Ben, je te dirais que oui, bah, écoute, ça ne va pas m'empêcher d'aujourd'hui le faire. Parce que peut-être que même ne pas le faire, ça fera que ce ne sera pas dans 20 ans, ce sera dans 5. Je n'ai pas envie, justement, de réfléchir d'une façon complètement fermée en me disant, bon, de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, voilà pour ma réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, en fait, ça dépend où tu habites. Si tu habites dans une île qui va, Ah oui, là, dans oui. 2 ans, être
envahi par la mer, oui, d'une certaine façon, c'est trop tard. Si tu habites ailleurs, c'est pas tant trop tard que ça. En fait, je pense que la réponse, elle est extrêmement différente selon là où tu habites sur la Terre, selon tes moyens, etc. Ma philosophie, c'est de me rendre compte vraiment de cet impact, de cette responsabilité, et de voir en fait que même si tu fais des changements personnels, tu réduis ton temps de douche, justement, tu prends pas la fast fashion, tu reconsommes 100% du local, pas d'industriel, etc. En fait, il y a des décisions qui sont à des échelles beaucoup plus grandes, des décisions qui sont d'ordre politique. Et je sais que parfois c'est chiant, on se dit franchement la politique c'est insupportable, moi je m'en fiche, j'aime pas parler de ça, etc. Mais en vrai, pour moi, on n'a pas le choix que de s'intéresser à des choses. En fait, là, on parle de 1 trillion, ça veut dire 1 000 milliards. En fait, on parle d'échelles qui sont même pas concevables pour l'esprit humain. Donc, je pense que à une échelle personnelle, c'est facile de switcher comme ça. Franchement, si on a vraiment envie, c'est possible. Demain, tu switches. À voir où est-ce que tu veux switcher. Par contre, à une échelle d'humanité, je pense que ça dépend en fait de comment vous prenez, comment l'humanité prend à cœur ces changements et le fait passer d'un point de vue politique, sachant qu'il y a beaucoup de résistance d'un autre côté et qu'on parle beaucoup de sous, on parle beaucoup de politique, de pouvoir, etc. Mais pour moi, c'est pas dissocié en fait de la réflexion. Et ça dépend de comment les gens prennent à cœur ce sujet. Voilà. Ouais, on va prendre une dernière question. Ouais. Alors, en fait, voilà, ma question elle porte finalement sur la logique de cette action, en fait. Ce que je veux dire, c'est que même si toutes les personnes dans cette salle, finalement, bah, elles arrêtaient de manger de la viande, parce que c'est ce que le documentaire essayait de nous faire comprendre, c'est que, bah, en fait, il fallait agir maintenant, devenir vegan, en fait. Mais même si toutes les personnes dans cette salle, elles se mettaient à arrêter de manger de la viande et à devenir vegan, est-ce qu'on peut dire que ça aurait un vrai impact? Parce que, bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les personnes qui produisent tout ce qu'on mange, bah, en fait, elles sont passionnées. Elles s'arrêteront pas de faire ça, même si on devient vegan. Donc, En fait, je pense que le propos de ce film n'est pas de dire devenez vegan. Il y a d'autres films qui le promeuvent de cette façon Oui, très oui. claire. Mais ce film, en fait, a plutôt pour but de reprendre conscience de, la quantité d'alimentation animale qu'on prend, 2, le caractère industriel de l'agriculture actuelle et donc une refonte du rapport à la production avec justement ce que je disais à ta camarade, le rapport au sol, aux semences et au mode d'agriculture. Mais c'est plutôt repenser à toute cette production avec un point qui est sur la viande. Mais je pense que ce film n'est pas à comprendre de façon simplistique en disant juste soyez vegan, tout sera sauvé. Pas du tout. On parle de plastique, on parle de plein de trucs qui On sont. a bien parlé du Qatar, ça n'a Voilà, rien à voir. rien à donc, voir. Donc en fait, le but n'est pas ça. Le but, c'est de comprendre justement tous les enjeux. Je vous invite à faire des fresques du climat si ça vous intéresse pour comprendre les fresque, différents qu'est-ce que enjeux. tu entends par fresque du climat? C'est en fait un espèce de petit jeu où on voit tous les enjeux de la crise climatique et tout ce sur quoi on peut agir, dont l'alimentation animale fait partie. Mais la réponse être vegan ou pas, c'est quelque chose qui vous est personnel, qui est éthique et qui n'est pas, je pense, le message unique de ce film. C'est juste prenez ça en considération, ça existe. De toute façon, par contre, prenez en compte la nécessité de revaloriser l'agriculture, revaloriser la terre, revaloriser les sols et repenser son rapport à la consommation au sens large.